Bonjour, Madame Tremblay. Tout comme vous, probablement, j'aurais préféré faire ça en face plutôt qu'en virtuel, mais je vais tenter de rendre l'expérience la plus intéressante possible malgré tout. Dans ma présentation, société connectée ou fragmentée, je vais tenter de vous faire oublier que votre nom de famille apparaît à la première place dans la liste de noms de famille les plus courants au Québec, en vous informant et en vous faisant réfléchir sur la manière de penser d'aujourd'hui. Juste avant de me lancer, j'aimerais prendre un petit moment pour m'excuser d'être dans ma voiture, comme vous pouvez le voir. Mais sachez que dans ma maison, j'ai un chien, 9 oiseaux, une mère et une sœur. Vous comprendrez alors que c'est assez difficile pour moi de faire une présentation en toute tranquillité, sans éléments perturbateurs dans une place confortable dans ma maison. Donc voilà. Penser sans garde-fou peut sembler risqué, mais c'est la condition de la liberté. Voici la manière de penser d'Hannah Arendt, une politologue, philosophe et journaliste allemande ayant vécu aux États-Unis. Elle est connue pour ses travaux sur l'activité politique, le totalitarisme, la modernité et la philosophie de l'histoire. Cette femme célèbre a été mentionnée dans un passage qui m'a marqué de l'essai Le laboureur et le mangeur de vent de M. Boris Cyrulnik. Le passage en question se trouve à la page 19 et il va comme suit. Ceux qui veulent appartenir se plaisent à réciter les histoires de la doxa comme certitude délicieuse, une extase qui leur permet de se sentir confiants dans une logique de la déraison dont parlait Hannah Arendt. Mais ceux qui préfèrent continuer l'exploration par eux-mêmes et non plus par ce qu'on leur a dit, adoptent la stratégie du laboureur. Initialement, ce passage a retenu mon attention à cause de l'écriture particulière du mot extase que l'auteur est venu séparer en insérant un trait d'union entre le ex et le stase. Ça m'a fait me poser des questions par rapport à sa nouvelle définition parce que l'auteur n'avait certainement pas changé l'orthographe sans aucune raison. En relisant le passage, je suis aussi restée accrochée sur la doxa ainsi que Hannah Arendt, qui sont des éléments que je connaissais moins, sur lesquels j'ai dû aller m'instruire davantage en allant faire des recherches de mon côté pour mieux comprendre le passage en général. On va reparler de ces points que j'ai abordés plus tard dans la présentation. Basé sur cet extrait, la problématique centrale que j'aimerais adresser est celle-ci. Dans une société saturée d'informations et d'opinions dominantes, comment concilier appartenance sociale et exploration individuelle? Pour tenter de répondre à cette question, je vais aborder le sujet suivant, donc la doxa et la logique de la déraison dans nos sociétés, l'exploration indépendante et ses défis contemporains, ainsi qu'un modèle pour penser autrement vers une stratégie de laboureur. Donc, la doxa et la logique de la déraison. Pour commencer, qu'est-ce que la doxa? Selon le dictionnaire Larousse, c'est un ensemble des opinions communes aux membres d'une société et qui sont relatives à un comportement social. On peut donc dire que c'est une pensée collective ou une opinion dominante qui rassure une communauté par sa stabilité. C'est selon moi ce que Cyrulnik évoque dans son passage avec le mot extase qui, après réflexion, est une manière subtile de dessiner la position immobile, donc de stase, qu'offre cette opinion dite dominante. La doxa aurait donc un effet de pilier de confort. Aujourd'hui, un exemple évident de la doxa réside selon moi dans les réseaux sociaux. Ces plateformes amplifient les opinions dominantes, formant des espèces de bulles de pensée qui paraissent naturelles et universelles, mais qui sont en fait rarement remises en question. La logique de la déraison est un concept tiré des travaux d'Hannah Arendt, qui a été mentionné dans le passage de l'extrait, qui pousse cette idée un petit peu plus loin. Elle illustre l'adhésion aveugle à des idées parfois absurdes pour maintenir l'appartenance à un groupe. L'exemple contemporain le plus frappant selon moi est celui des théories du complot. Ce sont des croyances souvent déconnectées de toute réalité, rassemblant des communautés autour d'une logique qui défie la raison, mais conforte un besoin d'unité. Voilà. L'exploration indépendante et ses défis. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet du soleil, mais je pense que oui.
Face à cette dynamique collective, il y a ceux qu'on pourrait appeler les laboureurs d'aujourd'hui. Ce sont ceux qui choisissent de questionner les vérités plutôt que de les adopter sans réflexion. On retrouve parmi eux des gens comme les scientifiques, des artistes et des journalistes d'investigation, par exemple. Tous explorent des chemins inconnus, parfois à contre-courant de cette dite pensée dominante. Donc, cependant, cette exploration ne va pas sans obstacle. Le premier défi est l'isolement social. Le laboureur, en refusant de se conformer, risque souvent d'être marginalisé ou exclu. Ensuite, il y a le défi de l'accès à l'information fiable dans notre monde qui est saturé de désinformation. Par exemple, les lanceurs d'alerte comme Edward Snowden ou Frances Haugen, je sais pas si ça se prononce comme ça, ont dû surmonter des pressions énormes pour exposer des vérités enfouies. Ces défis montrent que penser par soi-même a un coût, mais ça illustre aussi que c'est une nécessité vitale dans notre société contemporaine. Vers une stratégie de laboureur. Pour adopter la stratégie du laboureur, certaines qualités fondamentales sont nécessaires, comme la patience, l'humilité face à l'incertitude et la capacité à se remettre en question. Le laboureur ne recherche pas la réponse la plus rapide, simple, confortable, mais plutôt celle qui résiste au temps et à l'analyse. Donc, on cherche plus une théorie qui va être fondée plutôt qu'une théorie basée sur des fausses vérités ou pas de base fiable, de source fiable. Un modèle pour penser autrement repose, selon moi, d'abord sur l'éducation critique. Il est important, selon moi, d'enseigner dès le plus jeune âge à questionner les sources, les évidences et les biais. C'est, je pense, une manière de former des esprits autonomes. Ensuite, il est essentiel de créer des espaces de dialogue ouverts où des idées divergentes peuvent coexister sans le jugement. Un exemple que nous avons vécu récemment est les tables rondes que nous avons effectuées sur diverses essais. Ces expériences montrent qu'il est possible de penser autrement, non pas en rejetant la société, mais en cultivant des pratiques qui renforcent à la fois l'individu et le collectif. En résumé, la doxa apporte un sentiment d'appartenance et de sécurité, mais limite la pensée indépendante. Excusez-moi. À l'inverse, la stratégie du laboureur permet d'explorer le monde avec une certaine profondeur et nuance, mais avec une certaine incertitude. Répondons à la question centrale initiale. Dans une société d'informations saturée et d'opinions dominantes, comment concilier appartenance sociale et exploration individuelle? Eh bien, selon moi et mes recherches, c'est par le développement d'un esprit critique, en adoptant une posture de flexibilité par rapport à nos opinions. Donc, être prêt à changer d'avis, être prêt à recevoir les opinions des autres et en se donnant le droit à l'erreur, en créant des espaces de réflexion, par exemple comme les tables rondes. Finalement, dans une société connectée mais souvent fragmentée, la véritable question est la suivante. Comment pouvons-nous équilibrer ce besoin d'appartenance avec celui de liberté de penser? C'est en travaillant à cet équilibre que nous pourrons construire un monde à la fois plus ouvert et plus éclairé. Donc,